Et voilà pour ce documentaire signé Bernard Dalmolin sur ces 6 personnages en quête d'éthique, sur ces 6 personnages face au don d'organes. Alors pour parler de cette question du don d'organes, en France, il y a avec nous bien sûr le réalisateur Bernard Dalmolin, mais il y a aussi Raymond Merle qui a subi ou reçu, vous nous direz, je sais pas, 2 greffes de rein, vous êtes déjà une sorte de recordman. Marie-Thérèse Armange, vous êtes sénatrice UMP à Paris, vous travaillez sur ces questions d'éthique alors qu'on discute du renouvellement des lois bioéthiques. Oui. Et puis vous travaillez aussi sur les cellules souches, on en parlera à la fin de l'émission. Et Laurent Lantieri, vous êtes chirurgien, vous êtes chef du service de chirurgie plastique et reconstructive à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, et on vous connaît bien pour avoir été le premier chirurgien en France qui avait réussi la double greffe visage-main. Au même moment sur un patient qui avait été un grand brûlé. Je voudrais rappeler ce chiffre qui m'a frappé en commençant l'émission. 14 000 personnes en France aujourd'hui sont en attente d'une greffe, 14 000. Sur ce chiffre-là, il y en a un tiers environ qui bénéficiera effectivement de cette greffe cette année, et puis il y en a 250 qui vont mourir de ne pas avoir reçu le greffon qu'ils attendaient. Bernard Dalmolin, pourquoi ce documentaire ? Pourquoi cette histoire pour vous? En fait, personnellement, moi j'ai été touché par la maladie de mon fils il y a une vingtaine d'années. Il a fait une leucémie, il a fait une rechute. Enfin, c'était une épreuve pour Michel et moi. Je tiens à dire que j'associe Michel dans la réalisation de ce film, puisque c'est une co-réalisation. Michel Dalmolin, mon épouse. Donc, Grégory, notre fils, a fait une leucémie aiguë lymphoblastique, et donc ça a été un parcours de vie difficile pour nous deux. Et il s'en est sorti, tout va bien maintenant, il est grand. Il a bien grandi, et le problème c'est que on s'est rapproché de ces thématiques de santé très très tôt. On a été sensibilisés à la détresse de parents qui passent par des épreuves comme ça. Et donc aussitôt avec Michel, on s'est inscrit sur le don des donneurs de moelle. Vous êtes donneur vous-même? Oui, je suis potentiellement donneur. Je suis inscrit sur le fichier donneur de moelle. Et d'ailleurs j'ai été contacté une fois pour un éventuel prélèvement, mais ça ne matchait pas complètement au niveau HLA. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans ces rencontres que vous avez faites avec des donneurs, ou des receveurs d'ailleurs, dans les rencontres, dans les réponses qu'ils vous ont faites? Qu'est-ce qui vous a surpris le plus chez ces personnes-là? Je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils ont été capables de se confier à nous, à la caméra, disons à l'équipe. Ils ont su se livrer. C'est pas facile de raconter ces histoires-là, d'évoquer ces difficultés. Par exemple, je pense à Michel et Josiane dans la première histoire, dans le début du film. Disons, c'est toujours difficile de donner, mais c'est encore plus difficile de recevoir. Donc, dans quelle mesure on n'est pas redevable quelque part quand on reçoit un rein de sa sœur? Et donc, ce qui m'a touché, moi, c'est ces histoires toutes simples. Donc, et vous pensiez que c'était aussi compliqué que ça? Ah non, dans la tête des gens, je pensais pas que c'est si compliqué, mais on a rapidement vu la complexité en faisant ce qu'on appelle le repérage, en rencontrant ces gens. Évidemment, l'idée c'était de montrer toute cette complexité, mais également de prendre un peu de distance dans ces histoires et avec une philosophe, Alice Casagrande, et puis Christian Baudelot, le sociologue, de donner un peu d'éclairage, un peu de recul. Parce qu'on a vu dans votre sujet qu'il y a plusieurs façons de recevoir. On peut recevoir d'un vivant, et on peut recevoir d'un don anonyme. Oui, et c'est pas tout à fait la même chose quand on est destinataire de ce don. Effectivement, accepter pour une famille, alors qu'elle vit un drame, la perte d'un fils, qu'on prélève des organes sur le corps de son fils, c'est pas évident. C'est quelque chose qui a priori, Aurélien, elle le raconte très bien, Nathalie, la maman d'Aurélien, que finalement, il paraissait vivant. Il était chaud, son cœur battait. La perception de la mort, et pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui n'est pas dans le monde médical, c'est pas évident de comprendre ça et d'entendre ça. Et donc, accepter de la part d'une famille, oui, on est d'accord. Pourquoi ça a été possible? Parce que justement, Nathalie, la maman, avait pu échanger avec son fils un jour. Alors, on va voir un petit extrait justement de Karim, qui est un receveur et qui nous raconte effectivement que, à la limite, il voudrait bien pouvoir remercier celui qui lui a donné ce rein, je crois que c'est un rein, le foie qu'il a reçu. On l'écoute. Je sais que c'est délicat peut-être de rencontrer la famille parce qu'ils sont dans la douleur d'avoir perdu quelqu'un. J'aurais bien voulu les rencontrer pour vraiment leur dire que ce soit leur enfant ou un parent qui a encore une partie de lui qui a envie. Je suis pas à la place des donneurs ou de quelqu'un qui a donné donc je sais pas. Voilà pour ce témoignage. Raymond Merle, vous avez donc, je disais, reçu 2 fois un rein. Pas 2 reins à la fois, mais 2 fois un rein. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là? Qu'est-ce que vous auriez bien aimé savoir d'où ça venait pour remercier quelqu'un? Non. Non? Non, pas du tout, non.
Non, non, parce que, bon, déjà, quand on est receveur d'organes, on a toute une phase de préparation. On a une préparation médicale, on a un environnement autour de nous. On sait, malheureusement, comment sont décédées les personnes, dans quelles conditions. On vous le dit, ça? Pardon? On vous le dit, ça? On vous dit d'où vient le rat? Enfin, en tout cas... Non, on nous prépare... Pas à la personne, mais... Non, on nous prépare de savoir comment arrive l'accident. L'accident, c'est soit un traumatisme crânien, soit une rupture d'anévrisme, qui engage un pronostic de mort encéphalique. On vous dit ça en général, mais sur les reins que vous avez reçus, vous, est-ce que vous savez que c'était un accident de voiture? Est-ce que c'était... Absolument pas. Non, on ne sait rien. On ne sait pas. En France, il y a une règle qui s'appelle l'anonymat, qui est particulièrement respectée. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je suis pour cette règle. Reconnaître, faire attention à cet organe qui nous a été greffé. Pour moi, c'est dire merci à la famille du donneur, ou dire merci au donneur. Ce n'est pas forcément aller le rencontrer, aller à sa rencontre et lui dire, voilà, je vous dis merci. Dire merci, c'est prendre attention à être observant pour ses médicaments, son hygiène de vie, informer les autres que ça existe, que ça peut arriver à tout le monde. C'est tous ces phénomènes-là. Dire merci, c'est pas forcément rencontrer la personne. Merci parce que la première fois, ça vous a pas titillé un peu de vous dire, mais quand même... Non, pas spécialement. Sincèrement, non. Parce que vous êtes dit quoi? Vous êtes dit, c'est une personne qui est peut-être décédée... Vous avez fait un film un peu dans la tête, non? Vous avez dit, elle est peut-être décédée, accident de voiture, je sais pas quoi. Oui, bon. ça oui, mais oui, d'accord. Et à un moment donné, il y a peut-être une famille qui a dit, on est d'accord pour qu'on prélève un organe sur le corps de notre proche. Oui. Vous avez dit tout ça? Ça, on le sait, oui. Bon, et vous n'avez pas dit, tiens, j'irais bien remercier cette famille-là d'avoir pris cette décision à ce moment-là? Non, parce que si on regarde le bénéfice-risque justement de cette rencontre entre les receveurs et les familles de donneurs. Imaginez tout simplement que suite à l'opération, je rencontre la famille de donneurs et suite à l'opération, quelques temps après, je décède. Pour la famille, ça ferait quoi? Ça ferait pas un deuil, ça ferait deux deuils. Il peut y avoir aussi un sentiment de culpabilité pour la famille de dire j'ai donné un organe, grâce à nous on a donné un organe de cette personne et elle est décédée. Parce que la famille sait que l'organe qu'elle a donné a été, entre guillemets, bien utilisé. Oui, elle peut a un retour sur investissement, si je puis dire. C'est une règle. L'anonymat, enfin, les deux piliers du don d'organes en France, c'est l'anonymat et la gratuité. C'est deux piliers qu'il ne faut absolument pas rompre. Oui. C'est fondamental. La sénatrice, je pense que... Oui, ça fait partie des règles bioéthiques, on va les discuter, mais on ne va pas les remettre en cause. Anonymat et gratuité, on ne va pas les remettre en cause, sauf que, par exemple, si on lève l'anonymat, par exemple, pour le don de gamètes, à ce moment-là, l'anonymat est enlevé pour une partie du corps, à ce moment-là, elle peut être relevée pour tout. Si j'accepte, par exemple, la gestation pour autrui, et que je porte demain un enfant pour quelqu'un d'autre, effectivement, je ne serai plus anonyme. Et à ce moment-là, la règle de l'anonymat sautera. On va rester sur les greffes pour l'instant parce que c'est très très important de maintenir la règle de l'anonymat et de la gratuité. Parce que toute la problématique aujourd'hui, si on lève aussi la gratuité, c'est est-ce qu'on ne peut pas arriver demain à une commercialisation du corps humain? Alors, revenons à votre histoire à vous, si vous voulez bien, parce que sur cet anonymat-là, vous dites que ça m'a pas trop travaillé de savoir d'où venait l'organe. Non, je n'ai pas souhaité du tout. Bon, est-ce que ça a changé des choses dans votre vie? Je parle pas seulement physiquement, évidemment, vous étiez en dialyse, vous étiez en attente d'un rein, j'imagine que ça a évidemment changé votre confort de vie. Mais au-delà de ça? Au-delà de ça, je sais que c'est grâce à cette personne que je ne connais pas que je peux mieux vivre. Parce qu'en fait, c'est une renaissance quand on est greffé. Quand on passe avant d'être dialysé, j'étais responsable d'entreprise, j'avais 400 personnes sous ma responsabilité. Du jour au lendemain, j'ai dû m'arrêter net. Parce que c'est le problème du rein. On arrive il y a quand même 38% de personnes qui arrivent en urgence en dialyse. Donc moi, j'étais à peu près dans ce cas-là. Vous n'aviez pas vu venir le problème? Non. Vous l'avez pas senti? Non. Votre rein était... Enfin, vos reins, j'imagine, étaient en rideau. La maladie rénale est une maladie, je dirais, aussi traite que sournoise. Elle est silencieuse. Elle n'offre pas de douleur. Quand on dit on a mal au rein, on n'a pas mal au rein. On a mal dans la région des reins, mais on n'a pas mal au rein. Et quand on arrive, on fait des examens biologiques, on a des taux de biologie absolument affreux. On est dans le cadre de l'insuffisance rénale et on peut rentrer tout de suite en dialyse en urgence. Et c'est ça le problème. Donc, j'ai pas eu de signe annonçateur, moi, personnellement. Bon, vous avez découvert la dialyse, vous avez découvert l'attente, oui. Vous avez découvert l'espoir. L'espoir. Ça? Oui.
Tout à fait. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, il va falloir qu'éventuellement quelqu'un veuille bien me faire ce don-là. Oui. Et on est dans quel état d'esprit quand on attend comme ça? L'attente est une période un petit peu subtile où il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que si à chaque coup de téléphone qui sonne, on fait un bond, d'abord on risque de se blesser, et puis on est psychologiquement, c'est encore pire. Donc il faut se préparer psychologiquement pour ça, et pour ça on ne peut pas y arriver forcément tout seul. Pour ça, c'est comme si on mettait dans un shake-up, on mettait 3 ingrédients, une préparation médicale, un bon environnement familial ou proche. Je reste sur la notion de famille, il faut faire attention, c'est juste les proches, et un gros travail sur soi. On met tout ça dans le check-up, on secoue, et on arrive à avoir d'abord une meilleure acceptation, une meilleure préparation à cet appel qui vient. Acceptation de quoi? Vous êtes dit à un moment, éventuellement, je ne l'aurai pas, moi? Ça peut, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a des gens qui attendent de nombreuses années parce qu'ils ont des incompatibilités, parce qu'ils ont tout un tas de phénomènes qui impactent cette attente qui devient très très longue. Et vous, ça a duré combien de temps? L'attente, pour moi, n'a pas été très longue la première fois, elle a été 14 mois. 14 mois, quand même 14 mois. Mais 14 mois en dialyse, etc. Oui, bon, et la deuxième fois, plus longtemps, je crois. Et la deuxième fois, 3 ans, dont 2 ans de dialyse. C'est-à-dire qu'il arrive un moment donné où quand le rein commence à fatiguer, lié au traitement, lié à tout un tas de phénomènes, la durée de vie du greffon s'amenuise au fil du temps. Et à partir de ce moment-là, le greffon va s'abîmer. Et puis, on a une possibilité d'être réinscrit très vite sur la liste d'attente parce qu'on sait pertinemment que le greffon va s'abîmer. D'accord. Et là, à ce moment-là, soit on est inscrit et on a la chance d'être greffé en préemptif, et on est greffé, il n'y a pas de problème, soit on attend son tour et on retourne en dialyse. C'est arrivé dans mon cas, j'ai eu 3 ans d'attente, dont 2 ans de dialyse. Professeur Thierry, pourquoi est-ce qu'il faut comme ça recommencer tout le temps? Alors, sur le rein, en particulier, un peu moins sur le cœur et encore moins sur le foie, il y a ce qu'on appelle le phénomène du rejet chronique. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte, il y a une attaque de manière chronique du moi qui essaye de rejeter l'organe qu'on a transplanté. C'est un des... Tout le temps, dans tous les cas. Alors, c'est pas tout on n'accepte jamais un organe extérieur. C'est pas tout à fait dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui arrivent au bout d'un certain temps, c'est exceptionnel, mais on sait que c'est possible, qui n'ont plus besoin de traitement au bout d'un certain nombre d'années. Ça existe. C'est d'ailleurs tout l'objet de notre recherche aujourd'hui, d'une grande partie de la recherche, c'est de trouver pourquoi ces patients n'ont plus besoin de médicaments, pourquoi l'organisme a fini par accepter l'intrus. Ce qu'on appelle la tolérance. Ouais. Comment est-ce qu'il arrive à tolérer tout un domaine de recherche pour essayer justement de diminuer ce phénomène de rejet chronique qui détruit progressivement les organes. Alors c'est variable d'un organe à un autre. Par exemple, le foie, lui, a la capacité de se régénérer. Donc la destruction est moins importante, même si on a des patients qui ont quand même des rejets chroniques ou qui ont de nouveau la maladie. Le foie est effectivement endommagé par les produits anti-rejet, oui. C'est ça? Oui. Mais c'est pas les produits. Par l'organisme, bien sûr, mais il y a l'organisme lui-même. Qui essaie de le rejeter, oui. Mais il se reconstruit au fur et à mesure. Il arrive, lui, à se régénérer. Le cœur, non. Alors le cœur, il y a des phénomènes de rejet chronique. D'accord. Et là, on voit dans le cas de monsieur que, première greffe, ça durait 15 ans, c'est ça? Une quinzaine d'années. La deuxième, ça fait pas longtemps que vous l'avez faite, c'était en novembre, c'est ça? C'était mi-novembre, oui. Mi-novembre. Ouais. Et là, il a signé pour combien? Il est reparti pour 15 ans. Minimum. On espère mieux. C'est-à-dire que c'était 15 ans. On dit aujourd'hui 15 ans par rapport à ce qu'on sait il y a 15 ans. Donc on espère qu'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus. Voilà, la thérapeutique que l'on fait aujourd'hui, bien évidemment, sera plus efficace que celle qu'on faisait il y a 15 ans. Alors vous parlez des devoirs qui étaient les vôtres vis-à-vis de la personne qui vous a donné cet organe. Écoutez un petit peu ce que disait dans votre reportage une personne qui dit quand même c'est mon rein qu'elle porte. Il faudrait qu'elle fasse attention à mon rein. On écoute. Au début, c'est vrai que de toute façon, même encore aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans, quand elle dit mon rein, je lui dis non. parce que du fait qu'on est pas, j'ai l'impression, et au début même moi, maman qui fume, je lui disais, et quand je la voyais fumer, ça me rendait malade. C'est quand même dingue ça. Je dis mais arrête de fumer, quoi. Je veux dire, parce que j'avais l'impression que c'était mon rein qu'elle avait et que parce qu'elle fumait, elle le respectait pas, quoi. Je veux dire, c'était la folie. Et puis maintenant, ça passe avec le temps quand même. Ça. Par être moins exigeante et moins intransigeante. Vous êtes passé par là. Comment? Elle devrait quand même arrêter. Vous êtes passé par là. Oui. Vous avez eu ce genre de sentiment-là vis-à-vis d'une personne que vous ne connaissiez pas en vous disant il faut quand même que je sois digne du cadeau qui m'est fait. Voilà, c'est une question de dignité, de respect. D'accord. Dans votre environnement, parce que là on voit que c'est une sœur qui donne à sa sœur, et parce qu'on sait que dans les fratries, évidemment, on est plus compatibles pour donner des organes. Vous, autour de vous, vous n'avez pas trouvé de gens qui étaient capables de vous en donner un? Alors, au moment de la deuxième greffe, mon épouse s'est portée volontaire tout de suite. Dès que le rein a commencé à fatiguer, mon épouse m'a dit, puisque légalement maintenant c'est possible. Mais elle n'était pas compatible, elle. Elle m'a dit, je peux te donner un rein, s'il n'y a pas de souci. Spontanément, elle m'a dit, voilà. Mais elle n'est pas compatible, en effet.
Donc après, j'ai des frères qui ne se sont pas proposés et j'ai mes 2 enfants qui se sont proposés. Ils m'ont dit papa, on te donne un rein, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai refusé. Je n'ai pas voulu prendre cette responsabilité, tout simplement parce que je me suis dit si un jour ils ont des enfants qu'ils en ont besoin, ils ne pourront pas leur donner. Donc je n'ai pas accepté de mes enfants. Il faut savoir aussi, je n'étais pas dans une situation d'urgence extrême. Comme la 3e histoire dans le film, Karima avec sa mère, j'étais dans une situation où, oui, le rein était abîmé, oui, il fallait redialyser, j'ai redialysé, j'ai attendu mon tour, mais je n'étais pas dans une situation médicale extrême, d'urgence. Et c'est pour ça que j'ai refusé pour mes enfants. Bon, mais vous ne parlez pas de vos frères? Non, parce que mes frères ne se sont pas... Quand on est, comme dit Josiane dans le film, une des 2 sœurs, quand on est dans cette position, on ne peut pas demander quoi que ce soit. On ne peut pas nous dire... Vous n'avez pas voulu demander à vos frères qui vous donnent un rein? Absolument pas. Ils ne l'ont pas proposé d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas proposés d'eux-mêmes, donc... Est-ce que ça reste quelque part coincé en travers de la gorge? Est-ce que vous leur voulez d'une certaine façon? Ou est-ce que vous avez du ressentiment par rapport à ça? Est-ce qu'on en parle? Vous en avez parlé avec eux? Oui, j'en ai parlé avec eux. Ils se sont pas proposés parce qu'ils ne l'ont pas... Ils n'étaient pas prêts, eux, à se proposer à donner, tout simplement. Donc il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Quand on est receveur, je pense qu'on ne peut pas demander. Déjà à la base. On ne peut pas, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Les donneurs alors. On ne peut, ouais. Je crois que monsieur a très bien dit, on voit bien qu'on ne peut pas se passer du don vivant, en particulier pour le rein où il y a vraiment besoin de beaucoup de reins parce que c'est une pathologie fréquente et parce que les reins finalement ne survivent que 15 ans. Il y en a 10 000 par an, d'après ce que j'ai vu. 10 000 attentes. Et donc sur les 14 500. C'est celle où on a le plus d'attentes avec une liste d'attente qui augmente. Et comme on a 2 reins par personne, moi je pensais naïvement que c'était les cas qui étaient le plus facilement... Non, parce que le don de quelqu'un, d'abord il faut quelqu'un de proche qui accepte de donner. Parce que la loi dit ça aussi, parce que la loi en Espagne, en Europe du Sud, elle est un peu plus large. Oui, il y a aussi des la loi limite aux donneurs vivants potentiels. Premier degré. Oui, premier degré. Oui. Alors qu'il y a d'autres pays où on peut donner de manière anonyme un propre de son tissu vivant, de ses organes vivants. Ça, c'est un débat. En France, on ne peut pas le faire. On ne peut pas dire tiens, je donne un rein à qui vous voulez. Non. Ah d'accord. Il faut attendre d'être mort pour pouvoir le faire. Et être mort d'une mort encéphalique. Mort encéphalique. Donc là, on ne peut pas non plus se passer des morts encéphaliques parce que c'est vrai pour le rein, bon, on en a besoin, mais il y a des organes qu'on ne peut pas transplanter. Le cœur, par exemple, le cœur ne vient que de mort encéphalique. On ne peut pas être donneur vivant de cœur, c'est paraît évident. Le foie, on peut, mais c'est qu'une partie du foie qu'on peut, donc c'est très spécifique. On a quand même besoin de foie entier pour un certain nombre de receveurs. Et pour d'autres éléments, comme la peau, on ne va pas donner de donneurs vivants, et en particulier sur les organes externes comme la main ou la face, dont je m'occupe, c'est bien évident qu'on ne peut les prélever que sur des donneurs encéphaliques. Morts encéphaliques. Oui. En fait, il faut bien préciser ce que l'on peut donner. Il y a les organes, c'est-à-dire le cœur, le poumon, les reins, le foie, le pancréas. On peut donner des tissus. Les tissus concernant la peau, les tendons, la cornée, les os, les valves cardiaques. Et on peut donner ensuite des cellules, essentiellement les cellules souches qui proviennent de son sang. La moelle osseuse et le sang de cordon ombilical. Voilà, c'est les 3 catégories de prélèvements et de greffes que l'on peut faire. Avec une subtilité, c'est-à-dire qu'on dessine des tissus qui ne sont pas irrigués par le sang. Et puis, ce qu'on appelle les tissus composites, c'est un terme qui est impropre, qui s'assimile aux organes. Les mains et le visage sont des organes qu'on assimile aux organes. Parce qu'ils ont une fonction et parce qu'on ne peut pas les stocker comme les tissus. Les tissus, on peut les stocker, etc. Alors là, c'est immédiatement donneur-receveur. Alors justement, on parlait de ça, et je disais, on vous connaît pour avoir fait la première transplantation main-visage. Et 4 greffes de visage, quand même, au total. Et vous avez à votre actif 4 greffes de visage qui vous donnent un recul quand même là-dessus, parce qu'il y en a une vingtaine, je crois, faites dans le monde. 12 en tout et pour tout sur la planète aujourd'hui, de greffes de visage. Et là, on touche, à des trucs, mais dingue, quoi. Le visage, les mains, on est sur des choses incroyablement personnelles, les empreintes digitales, l'apparence qu'on a, etc. Est-ce que, déjà techniquement, c'est plus compliqué, j'imagine, qu'un rein, un cœur? Oui, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on est au début. C'est beaucoup plus compliqué, mais quand on regarde les premières greffes de rein, j'ai eu la chance il y a 15 jours de discuter avec Joseph Murray qui a fait la première greffe de rein entre frères jumeaux, qui a été l'aube de toutes les greffes qui ont été derrière. C'était extrêmement compliqué à l'époque, comme nous aujourd'hui la greffe de face est compliquée, mais je pense que c'est une question d'avancer. Ça sera beaucoup plus simple parce qu'on aura toutes les données médicales. Mais compliqué, ça veut dire quoi? C'est des équipes de combien de personnes? C'est pas une question de nombre d'équipes, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes techniques que l'on découvre au fur et à mesure des patients que l'on fait. C'est d'ailleurs pour ça que tout ça est dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique. C'est dans le cadre de la recherche clinique. Ces patients sont
font partie d'un protocole d'étude. Ils sont les sujets de notre recherche, ils ne sont pas l'objet de notre recherche. Comme on a des nouveaux médicaments, c'est une nouvelle thérapeutique. C'est dans le cadre du respect des lois de bioéthique, de la loi Hurier pour tout ce qui est recherche clinique. Et donc, on évolue petit à petit. On est un peu dans une phase de découverte. Dans une phase de découverte. Bon, écoutons, tiens, justement, à propos de votre documentaire, troisième extrait, justement, parce que là, évidemment, par définition, on ne parle pas de donneur vivant, on parle de donneur en mort suite à une mort encéphalique. Enfin, on va peut-être nous dire un petit peu ce que c'est tout à l'heure, et avec une famille qui se réunit et qui décide ou pas de donner, même si on sait que la présomption, c'est de vouloir donner ses organes. C'est ce que dit la loi. Et on écoute ce qu'elle dit. Comment ça se passe ? La coordinatrice nous a convoqués, elle nous a demandé, ça a duré le temps que ça a duré, et quand on a accepté, on a demandé à nos 2 enfants qui restaient, qui étaient là, le soir même, on leur a posé la question, on leur a dit, Aurélien voulait faire un don d'organe, est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont dit oui, d'accord. Voilà, on a fait ça en famille. Il faut sauter le pas, mais c'est pas évident, mais bon, Aurélien le voulait, et il avait tellement un cœur gros comme ça, qu'on l'a fait pour ça, c'est tout. Un matin, on s'est levé avec Aurélien et puis moi j'avais allumé la télé comme je fais tous les matins et il y avait une émission donc sur le don d'organes. Donc Aurélien m'a posé la question, il m'a dit maman, il parle de quoi? Je lui ai dit du don d'organes et bon, il a continué à manger et je l'enverrai toujours d'ailleurs. Et puis il m'a dit tu sais maman, le jour où je crève, avec ces mots d'ado bien sûr, le jour où je crève tu peux tout donner parce que j'aurai plus rien besoin. Voilà ce que dit cette dame. Madame Hermange, vous réagissiez. D'abord, je voudrais dire combien j'ai été touchée par la beauté du film. Parce que j'ai trouvé que, non pas par la beauté esthétique, mais j'ai trouvé qu'elle avait une beauté intérieure et qu'elle manifestait vraiment le don et du questionnement qu'il y avait entre ce qui était donné et recevoir. Et ça m'a beaucoup... Est-ce qu'on peut rappeler là, parce que là on voit effectivement une famille qui discute, et il se trouve que le hasard avait voulu que la mère discute avec son fils de cette opportunité-là, de cette éventualité de donner. Voilà. Bon, et là, ils n'étaient pas trop incertains sur ce qu'était sa volonté propre. Voilà, alors on a rappelé, mais la loi dit quoi? On a rappelé l'anonymat et la gratuité. La loi dit, en ce qui concerne le donneur décédé, il y a une règle du consentement présumé. Si je meurs là, si je meurs et si je n'ai rien dit, il a une on suppose que je veux donner mes organes. On suppose que je veux donner mes organes. Ce qui n'était pas le cas avant. On a renversé la loi. Ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Par contre, si le défunt, de son vivant, a fait connaître son refus d'un prélèvement de son corps après sa mort, ou en cas de témoignage d'un refus par ses proches, par exemple, l'une des personnes... S'il l'avait dit, on dit stop. À ce moment-là, stop. C'est la raison pour laquelle il est important en matière de communication, dans cet exemple qui est quand même touchant et quelque part providentiel, c'est qu'il y a eu une discussion avant. Aujourd'hui, il y a toute une campagne qui dit « sauver des vies ». Mais il devrait y avoir une campagne qui dit « si vous n'avez rien dit, vous pouvez sauver des vies ». Ce qui est totalement différent. Si vous n'avez rien dit, vous pouvez sauver des vies. Et à ce moment-là, il y aurait sûrement un certain nombre de personnes qui peut-être s'inscrirait sur un registre du refus, mais on saurait que, admettons qu'il y ait 2 millions de personnes qui s'inscrivent sur un registre du refus parce qu'il y a une bonne communication, on saurait que toutes les autres sont susceptibles de donner. C'est a priori le cas aujourd'hui, puisque la présomption est celle-là. Docteur, professeur. C'est plus complexe. Les médecins demandent. Les médecins demandent. C'est pour ça que je me tourne vers le professeur. A priori, la loi vous laisse, entre guillemets, les mains libres. Vous pouvez prélever s'il n'y a pas de volonté contraire exprimée par le patient avant son décès. C'est ça la loi. Absolument. Bon, mais la pratique, et je crois que c'est aussi prévu dans la loi, recommande aux médecins ou aux professeurs que vous êtes de demander à l'entourage... D'abord, il y a une chose qui est très claire, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais demander aux familles. Ça se passe comment? Un patient est mis sur la liste nationale d'attente en attendant un organe. Et on sait qu'il est par exemple à Paris, et on sait qu'à Nancy, par exemple, il y a un patient qui est décédé en état de mort cérébrale, son cerveau ne fonctionne plus, ses organes fonctionnent. À ce moment-là, les gens de
de Nancy appelle l'agence de la biomédecine qui régule sur l'ensemble du territoire français le don d'organes et dit nous avons un donneur potentiel pour tel type de Ça passe forcément par un centre d'aiguillage national. Centre d'aiguillage national, c'est absolument bien régulé, ce qui évite. On ne fait pas ça au niveau local. Absolument pas. Bon. Alors le prélèvement et la réception peut être au niveau local. Si mais ça passe par. Mais ça passe forcément par l'instance qui vous donne l'autorisation et qui régule ce don d'organes. Et il y a une liste nationale d'attente des différents organes. Alors pour le foie, pour le cœur, pour le rein. Cette liste, c'est pas uniquement le premier qui rentre et le premier qui reçoit, c'est aussi en fonction des urgences, en fonction d'un scoring, des différents éléments. Mais donc le médecin qui va prélever, donc le médecin va pas être celui qui va. Le médecin qui va demander. Alors, ça peut être celui qui prélève, ça peut être le même. C'est possible. Mais celui qui va demander, le médecin qui va demander, ou le coordinateur qui va demander, ne rentre pas en contact. En théorie, il n'y a pas de contact direct. Avec celui qui va greffer. Avec celui qui va greffer. Même s'il y a quand même un lien qui se fait. Lorsqu'on demande aux familles, ça se passe de la manière suivante. Un patient est décédé, donc le réanimateur qui a pris en charge ça, avec le coordinateur, va voir la famille en disant votre père, mère, fils, etc. est en état de mort, le cerveau est détruit, il est irrécupérable, ses organes sont mort encéphalique. Mort encéphalique. Le cerveau, le cœur, ce n'est pas le coma. Ce n'est pas le coma, c'est bien la mort. C'est le trait. Il n'y a rien. Sur l'encéphalogramme, il est plat. Il y a 2 fois. Quand on dit qu'il est mort, c'est-à-dire que ça a été vérifié. Il y a eu des encéphalogrammes. On fait même des artériographies pour voir que le sang n'arrive plus au cerveau. Donc il n'y a plus rien. On sait que le cerveau est détruit. Le cerveau est détruit et ne reviendra pas. Bon. Mais le cœur peut fonctionner. Mais le cœur fonctionne et on entretient éventuellement le corps dans cette survie-là. On les met dans cette survie pour pouvoir. Cette survie organique. Le temps est limité parce que quand le cerveau est mort, on a beau, nous médecins, essayer de faire des tas de choses, au bout d'un certain temps, tout part. Même si on. Certain temps, c'est quoi 24 heures, 48 heures, pas plus. D'accord, il faut aller vite. Donc il faut vraiment poser la question. Il y a un temps de réflexion qui est tout à fait impossible, mais à ce moment-là, on va demander aux familles. Voilà. Que pensait votre proche du don d'organes? On ne leur demande pas qu'est-ce que vous en pensez vous, mais qu'est-ce qu'il pensait lui? Est-ce que vous en avez discuté avant? Et de temps en temps, et de plus en plus grâce aux émissions, justement, on a cette situation où les familles disent d'emblée on en a parlé une fois, il était pour. Et donc à ce moment-là, on va demander les organes, et donc ça se passe pour les prélèvements des organes, et de plus en plus, cette situation est positive. L'autre étape, comme disait Madame la sénatrice, il y a les tissus, qui sont les zones qui sont superficielles. Où là, les gens n'en ont généralement pas vraiment parlé. Ils ont conscience vous n'avez pas conscience de vos organes internes aujourd'hui, et donc prélever les organes internes, c'est moins un problème que prélever les organes externes. Puis au dernier stade, on demande sur certaines familles où il y a vraiment une volonté extrêmement forte, et où le donneur a vraiment tout exprimé, est-ce que vous êtes d'accord pour prélever les mains et la face? C'est pour ça que nous, on est vraiment en bout de chaîne. On a très peu de receveurs, mais on a très peu de donneurs potentiels. Imaginons que le donneur potentiel n'ait pas manifesté durant son vivant. Il n'a rien dit de spécial. Il n'a pas donné son avis. Il n'a pas donné son avis. Bon. La famille, est-ce qu'elle va pouvoir dire ah bah non, très difficile. On ne veut pas. C'est la situation la plus difficile. Si la famille dit on ne veut pas, d'ailleurs elle ne va pas dire on ne veut pas parce qu'on lui pose la question qu'est-ce que lui pensait. Et si la famille dit on n'en a pas discuté mais on sait que, ou on pense que, voilà. À ce moment-là, on a vraiment un problème et on ne prélèvera pas et on se retrouve avec cette situation de 30% de refus. Alors, en Espagne, c'est 15%. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aussi un certain nombre de familles ne connaissent pas la loi. Et faire 30% de refus, il y a plus de gens qui refusent ici qu'en Espagne. Autrement dit, plus de gens qui ont un a priori défavorable par rapport à ces techniques-là ou ces approches-là. Non Parce que vous faites de la militance. Vous allez dans les écoles, expliquer aux gens ce que c'est que ces grèves. Dans les lycées, on passe dans les collèges, les lycées. On vient avec un support de film. Avant, c'était ainsi des hommes vivent. Maintenant, c'est 6 personnages d'enquête d'éthique. On vient avec une équipe, une coordinatrice qui rencontre la famille, des témoins de la transplantation, donneurs ou receveurs, des médecins, et on explique comment ça se passe et tout. L'idée n'étant pas de leur dire donnez vos organes, étant de leur dire prenez position, prenez conscience de la problématique, prenez position, dites oui, dites non, mais dites-le, dites quelque chose. Pour dédramatiser l'histoire peut-être. Oui, voilà, pour dédramatiser l'histoire. En même temps, aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a 50% de familles qui ne donnent pas et qui se le reprochent. Parce que justement, cela n'a pas été parlé avant. Et on peut très bien avoir, si vous voulez, une connaissance linéaire de la loi, mais en même temps, débattre de ces questions en famille ou avec ses proches a tout un impact, si vous voulez, par rapport aux dons que l'on va faire. Pourquoi est-ce qu'on peut s'y opposer? Parce que c'est un don qu'on fait quelque part à quelqu'un, mais en même temps, on le fait aussi
à la société. C'est un acte de solidarité. Pourquoi est-ce qu'on peut... C'est quoi les réserves? C'est quoi les barrières qui font qu'on n'a pas envie de dire oui? La peur d'abîmer le corps, j'imagine. La première chose, c'est la peur d'abîmer le corps. C'est ancestral. Ouais. Ancestral. Depuis que l'homme a pris conscience de sa finitude et qu'il va mourir, on embaume les corps, on les respecte. Et dans toutes les religions, on ne doit pas toucher au corps. Et c'est vrai que là, on a franchi un interdit qui est de prélever sur les éléments. Mais il faut bien voir que il y a un côté quoi, cannibalisme, il y a un côté, c'est désacralisé, la mort, etc. Absolument. Il y a un côté de l'intégrité du corps. Qu'est-ce qu'on donne quand on donne son corps? Est-ce qu'on donne seulement une partie de sa chair, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qu'on donne quand on donne son corps? Est-ce qu'on n'abîme pas effectivement l'intégrité, quelque part indirectement, de sa personne en donnant son corps? Et d'autre part, moi j'ai eu des témoignages de personnes qui disent un petit peu... comme vous l'avez dit indirectement, par le rejet de l'organisme, j'ai un intrus en moi. J'ai 60 ans et j'ai un cœur de 20 ans. Quoi, des receveurs, là? Des receveurs qui aussi. Vont après être il y a quelque chose aussi au niveau du don qui fait que c'est pas si facile de recevoir, y compris physiquement. Le professeur Lantieri, lui, travaille sur un truc je trouve un peu dingue, c'est qu'il va prélever, il va greffer des mains ou greffer des faces. Et là, on n'est plus à dire... effectivement, avec le temps, c'est un peu habitué peut-être à l'idée d'avoir un cœur qui est prélevé, qui n'est pas le sien qu'on reçoit, d'avoir un rein, d'avoir une... Bon, peu importe. Là, c'est un visage, ce sont des mains. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on explique aux familles là, Alors, ce qui est très clair, c'est que d'emblée, lorsque j'ai établi ce protocole, j'ai dit le point principal sera le don. La grande difficulté sera le don. C'est pas le receveur, à vivre avec le visage d'un autre, etc. Tout ça, c'est pas vrai. Les patients s'adaptent. Les patients s'adaptent beaucoup mieux que ce qu'on ne pensait. En 8 jours, en 15 jours, ils s'adaptent à leur nouveau visage parce qu'ils n'en avaient pas. Vos greffés, là, quand ils se regardent dans la glace, c'est pas du tout le visage qu'ils avaient avant. Ça va, ils l'adoptent. Absolument. Il n'y a pas de rejet? Non, il n'y a pas de rejet psychologique. Psychologique de sa propre image. Parce qu'ils sont préparés à l'avance, parce qu'il y a une préparation et parce que c'est des patients qui n'ont pas de visage. C'est pas vous et moi. C'est pas Benoît Duquesne qui va avoir la tête de Nicolas Sarkozy demain, c'est pas du tout ça. On peut choisir d'autres exemples aussi. Mais c'est pas du tout ça. Ce sont des patients qui n'ont pas du tout de visage, qui ont le visage complètement détruit, à qui on va prélever parce qu'on en a besoin, parce que les structures anatomiques ont été détruites. Les muscles, c'est pas uniquement la peau, c'est les muscles, l'os, tout ça est détruit, et que nous n'arrivons pas à le reconstruire. Donc en fait, ils vont avoir une identité alors qu'ils n'en avaient pas. Exactement. Bon. Et qui ne va pas être forcément le visage, qu'on soit concret, de la personne qui est décédée. Le visage du donneur. Parce que le visage, c'est l'expression de la personne. Nous, on prélève la face. En français, il y a 2 mots. Le visage, qui est l'expression de la personne, de vous et moi. La face, qui est la structure anatomique. Alors c'est vrai que le visage a besoin de la face pour exister, mais ce que nous transplantons, c'est bien ça. Et ce que nous faisons chez tous les patients, et c'était partie intégrante et initiale du protocole, c'est de reconstruire le visage du défunt. On fait un masque avant, afin à ce que ça soit parfaitement reconstruit et que les familles puissent voir que nous avons respecté. Vous allez enlever toute la face? On enlève la face, mais on remet... Et remettre une face un masque. C'est une résine qui est faite, et quand on la regarde, on sait à s'y méprendre. Les familles qui l'ont vu ont été satisfaits du résultat. Avant de ôter le visage, vous en prenez l'empreinte? Le respect du don et le respect du donneur est à la clé, c'est la clé de voûte de ce prélèvement. Et vous expliquez ça aux gens? Et on explique ça aux gens. Pour emporter l'adhésion? Absolument. Pour emporter l'adhésion, on ne cherche pas à emporter l'adhésion, c'est pour leur expliquer. Ils peuvent dire oui, non. Parce que si leur question c'est « mais qu'est-ce que va devenir ?» on dit « mais on restitue tout ». J'imagine que la question c'est « vous allez me rendre un corps comment ?» Bien sûr, ça fait partie même de la loi, mais en plus que la loi. Même si les familles disent « mais nous ça nous est égal, on ne veut pas le voir après », nous le faisons quand même. Car le respect de l'image du mort va au-delà de la mort. Le respect de l'individu qui est mort va au-delà de la mort. Et ça, c'est un point fondamental. C'est le point qui est la clé pour faire accepter le don en général. Une de mes grandes frayeurs lorsque j'ai commencé ce projet, c'est est-ce que ces greffes-là ne vont pas gêner les autres greffes? Est-ce que les gens ne vont pas être effrayés? Est-ce qu'il n'y a pas y avoir le syndrome Frankenstein? C'est des fous. Oui, à quoi ils jouent? Et en faisant ce travail progressif avec l'agence de la biomédecine, avec les coordinateurs, petit à petit, et en venant régulièrement à en parler, et pas uniquement en montrant des images, petit à petit, les gens commencent à comprendre et ces dons commencent à venir. Mais bien sûr, on est au tout début. Mais cette information-là, que moi je découvre, je ne savais pas que ça se passait comme ça, du fait qu'effectivement on prend la face mais on reconstitue le visage à l'identique, si je puis dire. Si on prend des mains, c'est pareil, on met des prothèses pour que le défunt ait toujours des mains. Absolument. Tout ça sont des choses qui, j'imagine, ne sont pas neutres quand on les explique aux gens sur la façon dont ça va se passer. Bien sûr que c'est essentiel, ça. C'est le respect que l'on doit au donneur. Parce que le questionnement de la vie de l'un
interroge forcément le questionnement par rapport à la mort. Et c'est pour ça que quelquefois, sur toutes ces questions du éthique, on les regarde un petit peu de loin, parce qu'elles disent la vie, mais aussi elles nous disent notre questionnement par rapport à la mort. Et je voudrais ici aussi poser une autre question, c'est celle du donneur vivant. Parce qu'en France, il n'y a pas de statut du donneur. On peut le comprendre, mais quelquefois, des personnes qui ont donné de leur vivant ont des problèmes physiques suite à... Vous parlez quoi, de quelqu'un qui a donné un rein, etc. Il peut avoir des soucis après. À leur don, par exemple. Parce que si jamais lui-même a un problème de rein, Voilà. ou parce que l'opération... Ou autre, pas forcément. Et moi, je me bats, on a signé récemment une convention qui s'appelle la convention AERAS, entre banquiers, assureurs et personnes handicapées, qui concerne 400 000 personnes par an. Et je voyais récemment les assureurs pour les sensibiliser à cette question, pour faire en sorte que les personnes qui ont donné et qui ont des problèmes ensuite physiques ou physiologiques ne puissent pas être handicapées dans un prêt ou dans une assurance. D'accord. Bon, alors, ça serait un frein qui disparaîtrait, oui, ça, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de statut, si vous voulez, du donneur, mais il faut que toutes les personnes qui ont trait de près ou de loin à ce questionnement ne puissent pas rejeter celui qui a donné parce qu'il a donné. Alors, quand je vous ai présenté, je dis qu'on avait parlé aussi des cellules souches et de l'avenir, si je puis dire, des greffes, des dons, etc. Parce qu'on se dit, jusqu'à présent, on a cette solution, je dirais presque barbare, entre guillemets, d'aller prendre un organe sur quelqu'un pour le remettre sur un autre. Hein, bon, voilà. Est-ce que ce qu'on sait maintenant des cellules souches, de la façon qu'on va avoir de cultiver des cellules originelles, hein, avant différenciation, ces fameuses cellules qu'on trouve, je crois, dans le cordon ombilical, dans ces endroits-là, bon, qui sont des cellules qui peuvent encore devenir indifféremment de la peau, un foie, un rein, peu importe, etc. Est-ce que ces cellules vont être la solution miracle qui fera que des gens comme vous n'auront plus besoin d'aller chercher des faces sur les visages des défunts, mais pourront simplement cultiver des choses? Moi, je ne crois pas au miracle. Hein. Donc, je crois à la médecine et à la progression de la science qui va nous permettre d'avancer. Nous ne pourrons pas nous passer du don d'organes, quoi qu'il arrive. Nous ne pourrons pas nous en passer. Ça, c'est clair. Il y a, par contre, des tas de patients qui pourront bénéficier de ces nouvelles thérapeutiques. Mais chaque fois que nous... Et pour un rein, un cœur... Alors, on pourra faire des organes artificiels, on pourra avancer. Mais c'est clair que le don d'organes, le grand lot de patients bénéficiera encore pendant de très, très, très nombreuses années. Et en plus, encore plus pour la main et pour la face, qui est beaucoup plus complexe, du don d'organes. Parce que je voyais par exemple pour la peau, qu'on pouvait à partir d'1 centimètre de peau, on peut faire 2 mètres carrés. Mais à partir d'un centimètre de votre peau, je peux le faire. Les militaires travaillent beaucoup là-dessus. En cas de risque nucléaire, les équipes de Percy travaillent beaucoup sur les cellules souches hématopoïétiques parce qu'elles ont des capacités régénératrices. Ce que je veux dire, c'est que dans le don d'organes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a celui des cellules souches adultes qui comprennent la moelle osseuse ou qui peuvent comprendre des cellules issues du sang de cordon ombilical. Alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur les cellules souches. Chacun, dès maintenant, quand on a un bébé, on prenne un petit peu des cellules souches du cordon et qu'on les mette dans un corps. On a fait plus tard. Ça se fait déjà aux États-Unis ou ailleurs. Hein. On a fait la première mondiale à partir d'un enfant qui a été envoyé à Eliane Gluckman, à l'hôpital Saint-Louis, un enfant qui venait des États-Unis, qui a guéri cet enfant il y a maintenant 15 ans de cela. Et en matière de collecte de sang de cordon, on est le 16e pays après la Tchéquie à avoir un potentiel de sang de cordon. On est obligé d'aller en chercher à l'extérieur parce qu'on a donc on seulement... ne le fait pas suffisamment, ça. Il faudrait que ça se développe plus dans les maternités, etc. Absolument. Qu'on mette de côté ces fameuses cellules de cordon. Absolument. Et deuxièmement, il faut augmenter notre potentiel et avoir une politique publique. Deuxièmement, il faut ne plus considérer les cellules souches issues du sang de cordon comme un déchet opératoire, c'est-à-dire comme une seringue jetable. Mais comme une ressource thérapeutique. Je reçois actuellement du courrier qui m'étonne de personnes que je ne connais pas et qui ont vu le rapport que j'ai établi sur le sang de cordon et qui me disent « Madame, j'avais un lymphome latéral, j'ai été soignée pendant X années par la chimiothérapie, mon médecin a eu l'idée de me faire une greffe de sang de cordon, depuis je suis guérie. » Le sang de cordon a une capacité par rapport à la moelle osseuse
Elle peut s'adapter à plein de choses. Elle peut s'adapter et elle a une compatibilité de typage HLA qui est supérieure à la moelle osseuse. Vous pouvez attendre une moelle osseuse pendant 15-17 mois et votre maladie est en train de se greffer. Tandis que la compatibilité... Votre combat à vous, c'est qu'effectivement, à partir de maintenant, on fasse attention et que ce sang de cordon ne le perde pas. Absolument. Et qu'il soit utilisé. C'est un vrai combat. Il est inéthique. Puisqu'on parle d'éthique, il est inéthique de ne pas avoir une politique permettant de développer le sang de cordon. Je suis parfaitement d'accord. Considérer le sang de cordon comme du déchet opératoire, c'est la porte ouverte à la récupération de ces déchets dans un but purement mercantile. On voit apparaître des pseudo-banques de sang de cordon, des pseudo-entreprises, etc. Déjà maintenant, des gens qui vont à l'étranger pour donner leur sang de cordon, pour le mettre de côté, pour traiter eux-mêmes, alors que nous sommes encore dans un système de solidarité nationale, de solidarité du don d'organes. De gratuité du don d'organes. Et que si vous ne le faites pas, vous encouragez la commercialisation. Et vous osez la commercialisation et vous encouragez des discours, comme on voit des personnes qui ont des moyens financiers d'aller à l'étranger pour collecter leur sang de cordon. Et ça aujourd'hui, mais il faut être aussi transparent. Parce qu'à travers cela, on a l'impression qu'on dit, bah oui, moi si je collecte mon sang de cordon pour moi, demain je vais être guéri. Non. Le sang de cordon il faut être honnête. C'est qu'on le donne pour tout le monde. On le donne va pas se le garder pour soi dans un coffre. On le donne pour tout le monde. C'est ce qu'on dit déjà. Il y a des endroits où sont les riches qui mettent déjà de côté leur sang de cordon ou ceux de leurs enfants pour plus tard. C'est une politique de solidarité. Et alors, on dit qu'on n'a pas les moyens financiers. Actuellement, on a quand même les moyens financiers de conserver, tenez-vous bien, 176 000 embryons surnuméraires, c'est-à-dire la population d'une ville comme Aix en Provence, dans nos congélateurs. Oui. Et on a les frigidaires de l'établissement français du sang qui n'ont pas la capacité qui sont vides parce qu'on n'a pas suffisamment de cellules souches issues du sang de cordon. C'est regrettable. Bon, très regrettable. Merci. Mais ça ne sera pas la solution à tous nos maux, vous dites. Ça fait partie des nouvelles avancées thérapeutiques qu'il faut faire. Bon, et qui pourront quand même, ça n'est qu'une volonté politique. Se substituer à certaines greffes quand même, puisqu'on pourra reconstituer de la peau, on pourra reconstituer du cartilage. Ça va nous aider. C'est ce qu'on appelle du tissue engineering, de l'ingénierie tissulaire. Et on va progresser, j'imagine, là-dedans aussi. On va découvrir de nouvelles choses. Mais vous savez, il y a 15 ans, j'étais aux États-Unis, je faisais de la recherche on faisait de l'ingénierie tissulaire on essayait de reconstruire des oreilles et du cartilage. Il y avait une équipe qui avait mis ça sur un dos d'une souris. On a vu des photos qui étaient parties. C'était super, magnifique. Ça fait 15 ans que la souris se balade avec son oreille dans le dos et qu'on ne l'a pas encore faite. Donc on a toujours besoin de ces dons d'organes, on en aura toujours besoin. Vous voyez des dents qu'on pouvait reconstituer comme ça, des trucs... Bon, ça commence. Mais non, mais au niveau de l'animal, hein, j'ai bien compris, c'est au niveau de l'animal. Entre reconstruire un tissu et reconstruire un organe, il y a une échelle. Et un organe aussi complexe que la face ou que la main, c'est encore plus difficile. D'où l'importance de se positionner sur les dons d'organes très rapidement. Et il y aura une grande manifestation, je crois. Et de dire aux gens qu'il faut effectivement donner. Dites oui, dites non, mais dites-le. Ouais, voilà. Donner, ou en tout cas peut-être faire tomber certaines barrières vis-à-vis de ce geste-là, hein, qui consiste à donner des organes une fois qu'on est décédé, ou même de son vivant quand il s'agit d'organes qu'on en double. On n'en a pas beaucoup en double. On a alors bon, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir bien voulu participer à ce débat sur Public Sénat. Merci à Cécile Sixou qui l'a préparé. Je vous redonne le site internet si vous voulez nous faire part de réactions ou de critiques, de suggestions sur ce débat. Vous dire que la semaine prochaine, vous retrouverez Élise Lucet pour un débat sur l'Afrique du Sud. Et je me demande si ça n'a pas quelque chose à voir avec la Coupe du Monde de football. C'est pas impossible. Et nous, on se retrouve bientôt, bien sûr, pour d'autres débats sur Public Sénat.